Dans ma profession, il y a une règle simple que j'ai apprise bien avant d'avoir jamais eu besoin de l'appliquer à ma vie personnelle. Avant de dire le moindre mot sur la valeur de quoi que ce soit, une maison, une voiture, une promesse, il faut d'abord voir les papiers. Et seulement ensuite, on écoute la voix qui décrit ce que signifient ces documents. La voix est presque toujours plus jolie que le papier. Mais le papier est presque toujours plus honnête que la voix. Alors, quand l'homme que je prévoyais d'appeler mon mari s'est assis un soir et m'a parlé pour la première fois de l'avenir de notre toit commun, j'ai automatiquement, sans même m'en rendre compte, quitté le rôle de fiancé. Comme s'il ne s'agissait pas d'une conversation intime, mais d'une consultation professionnelle. J'ai commencé à dresser mentalement la liste exacte des questions que je pose habituellement aux clients d'une banque avant de signer un rapport d'évaluation immobilière. C'est ce détail invisible? Cette habitude professionnelle de regarder les mots à travers le filtre des documents juridiques. Qui a finalement décidé de l'issue de l'histoire que je m'apprête à vous raconter? C'est l'histoire d'un mariage qui devait être le début de ma nouvelle vie. Mais qui est devenu le test de stress ultime, le plus difficile que j'ai jamais eu à passer. Je m'appelle Sloan, et depuis de nombreuses années, je travaille comme évaluatrice immobilière résidentielle indépendante. Je suis la personne que la banque envoie pour examiner un appartement ou une maison avant d'accorder un prêt hypothécaire. Je suis celle qui peut déterminer en une seule visite ce que valent réellement les murs que les gens sont prêts à payer pour le reste de leur vie. Et parallèlement, ce que valent aussi les personnes qui me montrent ces murs. Car un appartement, comme il s'avère, vous en dit bien plus sur ses propriétaires qu'ils ne vous en diraient eux-mêmes autour d'un dîner. Cet instinct professionnel ne s'est jamais éteint en moi. Ni à la maison, ni dans mes relations. Pas même lorsque je voulais désespérément le désactiver et être simplement une femme heureuse, s'apprêtant à remonter l'allée centrale. Si vous vous installez pour écouter cette histoire, mettez-vous à l'aise. Car ce qui va suivre ne sera pas facile. Ce sera frustrant, parfois vraiment douloureux. Mais je vous promets que cela aura exactement le genre de dénouement qui mérite d'être entendu. Jusqu'à la fin. Revenons là où tout a commencé. L'appartement que je me suis acheté toute seule, sans l'aide de personne, sans fonds de roulement, sans héritage, ni coup de chance aveugle. Je l'ai acheté exclusivement grâce à des années de labeur acharné, en sautant des vacances, en cumulant les petits boulots et en sachant compter chaque centime là où d'autres préféraient simplement rêver. Je n'ai pas obtenu cet endroit par une cession immobilière d'un parent ou par une ordonnance d'un tribunal de succession. Je l'ai obtenu par le contrat d'achat le plus standard et le plus honnête qui soit, où le seul garant de ma tranquillité d'esprit future était celle que j'avais été dans le passé. Pendant des années, j'ai méthodiquement mis de côté un pourcentage de chaque honoraire d'expertise que je gagnais. Si méthodiquement que mes collègues du cabinet me traitaient de radine dans mon dos. Je me contentais de sourire en réponse, sachant que dans quelques années, ma frugalité se transformerait en mes propres mètres carrés dans un quartier calme de Chicago, où le bruit du train elle ne parvenait pas. Le soir, mon salon est inondé d'une lumière douce d'heure dorée, une caractéristique qui, dans le jargon professionnel des courtiers immobiliers, exige une prime silencieuse et officieuse sur n'importe quelle annonce. Après tout, une belle vue compte plus pour certains acheteurs que la superficie de la cuisine. Mon parcours vers la propriété a été long et pas du tout héroïque. Il a plutôt été obstiné et systématique. C'est le genre de parcours emprunté par quelqu'un qui a décidé très tôt qu'elle ne se retrouverait jamais dépendante du bon ou du mauvais vouloir d'un propriétaire. Cette décision n'est pas venue de nulle part. Elle est née de souvenirs d'enfance où ma famille ballottait d'une location à une autre. Année après année, les propriétaires augmentaient le loyer au hasard, décidaient de vendre le bien ou changeaient simplement d'avis sur la location. Chaque déménagement signifiait une nouvelle école, de nouveaux camarades de classe et un autre sentiment de vide brutal me disant que notre famille n'avait simplement aucun sol solide sous les pieds. En grandissant, je me suis fixé un objectif qui semblait excessivement pragmatique pour une jeune femme. Pas de dépenses inutiles tant que je n'aurais pas mon propre toit au-dessus de la tête.
Cet objectif a dicté presque toutes les décisions que j'ai prises pendant des années. Il a motivé mon choix de carrière dans l'immobilier, me permettant d'étudier le marché de l'intérieur. Il m'a amené à louer une chambre exiguë mais extrêmement bon marché chez une tante éloignée au lieu de prendre mon propre appartement. Il a ancré l'habitude d'économiser jusqu'aux plus petites primes. Et enfin, lorsque j'ai tenu les clés de mon propre appartement après des années d'une obstination pure, le sentiment a été si puissant et si personnel que je ne peux toujours pas l'expliquer pleinement à quiconque n'a pas vécu avec l'anxiété constante de voir le plancher se dérober sous ses pas. J'ai rencontré Vance de la même manière que probablement la moitié des couples dans n'importe quelle grande ville de nos jours, par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une fête d'anniversaire. Dès la première minute, il m'a frappé par sa facilité d'accès, son esprit et sa confiance en lui perfectly dosée. Il semblait être le genre d'homme à qui l'on n'avait rien à prouver ni à trop s'expliquer. Il comprenait tout, simplement. Il écoutait attentivement, plaçait ses blagues à la perfection et avait cette façon de vous regarder qui faisait s'estomper le bruit ambiant du bar sur le toit du West Loop. Pour la première fois depuis longtemps, moi. Une femme habituée à passer ses journées à me noyer dans des chiffres secs, des valeurs de marché et des coefficients de dépréciation. Je me suis autorisé à me laisser porter par le courant de mes sentiments sans activer immédiatement le compteur interne d'évaluation des risques que j'utilisais pour chaque transaction. En y repensant, je réalise que ce fut mon unique véritable moment de faiblesse au début de notre relation. Ce n'était pas de la naïveté au sens d'être ignorante de la vie. C'était une décision consciente, presque délibérée. De faire simplement confiance à quelqu'un sans vérifier ses antécédents. De lui faire confiance uniquement parce que j'en avais envie. Vance travaillait dans la vente B2B pour une entreprise qui distribuait de l'équipement de restauration commerciale. Son titre de poste semblait impressionnant sur LinkedIn. Ses cartes de visite étaient épaisses et brillantes. Et il parlait de son travail avec la confiance aisée de quelqu'un qui avait véritablement sa vie en main. Pendant les premiers mois, il dégageait l'image d'un adulte totalement indépendant. Il prétendait vivre dans un bel appartement qu'il louait actuellement, mais disait être aux dernières étapes d'un contrat de location avec option d'achat avec le promoteur, affirmant qu'il avait presque remboursé le calendrier de capitalisation. Je me souviens d'avoir été sincèrement heureuse pour lui. J'étais ravi de ne pas sortir avec un adolescent vivant au crochet de ses parents, mais avec un homme mûr possédant ses propres actifs et ses propres projets. Bien qu'aujourd'hui, en rejouant ces conversations mot pour mot, je vois clairement qu'il y avait rarement des détails précis. C'était toujours des phrases vagues comme « je vais bientôt signer, c'est presque payé ». Il ne reste qu'un tout petit peu. Des phrases qui semblent convaincantes exactement jusqu'à ce que vous demandiez à voir le décompte de clôture. La première fois que je suis allé chez lui, c'était environ 2 mois après le début de notre relation. L'appartement m'a laissé une impression double, que j'ai mise sur le compte d'un désordre typique de célibataire plutôt que sur quelque chose de menaçant. D'un côté, il avait de beaux meubles et de bons appareils électroménagers. Cela ressemblait à un espace de vie moderne et normal. D'un autre côté, dans la chambre d'amis qu'il appelait son bureau à domicile, j'ai aperçu une chemise cartonnée marron sur la table basse. Elle portait le logo d'une société financière que je n'ai pas reconnue immédiatement. Alors que Vance entrait juste derrière moi, il a fait un mouvement très rapide et décontracté, jetant sa veste en polaire Patagonia directement sur la chemise. Il a fait passer cela pour un accident, comme s'il drapait simplement sa veste sur la table après être rentré du froid. Lorsque je lui ai demandé ce que c'était que ces papiers, il a eu un sourire détendu et a dit que c'étaient les documents du prêt auto de ma mère. J'ai oublié de les lui rendre. C'est une histoire sans fin avec son prêt auto, a-t-il rigolé. À l'époque, cela semblait perfectly naturel. Cela n'a pas levé le moindre signal d'alarme. Beaucoup de gens ont des parents âgés qui ont besoin d'aide pour s'orienter dans les papiers financiers. J'ai simplement hoché la tête et j'ai oublié cela pendant 6 bons mois, sans même me douter que la polaire jetée de manière si désinvolte recouvrait en réalité la première preuve tangible de cette histoire.
J'ai rencontré la mère de Vance, Lorraine, un peu plus tard. La première impression fut plutôt agréable. C'était une femme mûre avec une assurance bien affirmée. Soignée et bavarde, elle possédait cette habitude spécifique, un peu étouffante, d'inonder immédiatement sa future belle-fille de conseils non sollicités. Un trait commun à beaucoup de mères de fils adultes. Elle me conseillait sur la meilleure façon de préparer le café à la cafetière à piston pour un homme. Le matin. Sur le type d'oreiller ergonomique à mémoire de forme qui évite les douleurs cervicales et sur le genre de fleurs à acheter pour les anniversaires. J'ai tout pris avec de la hauteur, comme une attention maternelle un peu intrusive mais inoffensive. D'autant plus que Vance, en nous présentant, s'était vanté avec fierté de ma carrière. Lorraine a immédiatement commencé à me poser des questions sur le marché immobilier de Chicago avec un intérêt si sincère que j'ai supposé qu'elle voulait simplement mieux comprendre le monde de son fils. Je ne me rendais pas compte qu'elle évaluait silencieusement mes connaissances du marché pour un objectif à long terme non formulé. Un autre personnage qui est entré dans ma vie par l'intermédiaire de Vance et qui allait finalement jouer un rôle bien plus crucial que quiconque aurait pu le deviner était son vieil ami Terren. Selon Vance, ils étaient amis depuis l'université. Terren semblait toujours un peu détaché lors de nos sorties de groupe, préférant siroter sa bière IPA et observer les plaisanteries plutôt que d'y participer activement. Au cours d'une de ses soirées pour l'anniversaire d'un ami commun dans une brasserie artisanale, Terren a bu quelques bières de trop. Il m'a soudainement coincé avec une conversation complètement en décalage avec l'ambiance de la fête. De manière décontractée, presque comme une parenthèse. Il m'a demandé si je savais que Vance avait eu une grave addiction au jeu. Pas seulement les $20 occasionnels sur des paris sportifs pour s'amuser, mais une vraie dépendance aux paris sportifs. La situation était devenue si grave il y a quelques années qu'il avait dû emprunter d'importantes sommes d'argent liquide à des amis communs juste pour sortir du trou qu'il avait creusé. Terren s'est rapidement rétracté comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit, ajoutant que c'était de l'histoire ancienne et que Vance avait complètement abandonné les applications et les bookmakers, remettant enfin de l'ordre dans sa vie pour une relation sérieuse. Mais cette information est tombée dans mon esprit comme un poids de plomb. Elle est restée là, attendant le moment où elle s'emboîterait avec toutes les autres pièces dispersées du puzzle. Dans l'Uber qui me ramenait chez moi ce soir-là, je suis resté assise en silence à faire le calcul. Son regard fuyant dès que nous discutions de son appartement. La veste jetée sur la chemise avec le logo d'un prêteur. Un pense-bête manuscrit que j'avais repéré sur son réfrigérateur une semaine plus tôt et qui disait « Payé avant le 15 ou pénalité de retard ». Un fragment de conversation téléphonique que j'avais surpris où il chuchotait « Je solderai le compte après le mariage ». La remarque bizarre de Lorraine au dîner sur le fait que quelqu'un dans leur famille se retrouvait toujours dans une impasse financière. Et maintenant, cette confession d'un vieil ami d'université sur un énorme problème de paris sportif. En regardant les lumières floues de la ville, mon instinct professionnel a finalement étouffé mes sentiments romantiques. Si un client m'apportait un bien à évaluer et que le propriétaire présentait ce cocktail spécifique de signaux d'alarme circonstanciels, je n'hésiterai pas une seconde à conseiller aux analystes de la banque d'effectuer une vérification approfondie des antécédents avant d'approuver le moindre centime. Pourtant, lorsqu'il s'agissait de ma propre vie, je ne cessais de repousser l'audit. Je continuais à me convaincre que les relations personnelles ne devaient pas être mesurées avec les mêmes critères que l'immobilier commercial. Même si, chaque jour passant, je comprenais plus clairement que ce mode de pensée exact est le piège le plus dangereux dans lequel tombent les personnes intelligentes et pragmatiques lorsque leur propre cœur est en jeu. L'essayage de la robe de mariée, qui aurait dû être l'une des étapes les plus joyeuses du processus d'organisation, s'est inopinément transformé en un autre coup de pinceau criard sur la toile. Lorraine avait insisté pour venir avec moi dans la boutique de mariage du Gold Coast, affirmant qu'elle voulait partager ce moment magique. Alors qu'elle évaluait d'un œil critique une silhouette après l'autre, elle a fait remarquer de manière désinvolte qu'après le mariage, le jeune couple devrait évidemment se serrer la ceinture. Personne ne commence en vivant dans le luxe,
a-t-elle soupiré en faisant un signe de la main. Honnêtement, ce serait intelligent de votre part de regrouper vos affaires. Pas de gaspiller de l'argent pour 2 logements alors que tu possèdes déjà ce magnifique et spacieux appartement. Vance pourrait simplement emménager chez toi. Tout cet argent supplémentaire que vous économiseriez sur le loyer pourrait aller vers quelque chose dont la famille a réellement besoin. Même si c'était formulé comme un conseil classique d'une belle-mère bienveillante. J'ai ressenti à ce moment-là un froid distinct. Ce n'était pas une pensée spontanée formulée à voix haute. Cela faisait partie d'une stratégie précalculée que la mère et le fils avaient clairement déjà planifiée dans mon dos, attendant simplement le bon moment pour me la soumettre. La conseillère de la boutique qui m'aidait à passer une robe montrait à Lorraine un catalogue de style de voile. Debout sur le piédestal devant le miroir allant du sol au plafond. J'écoutais d'une oreille distraite ma future belle-mère discuter avec animation des longueurs de voiles les plus tendances. Pendant ce temps, je fixais mon propre reflet dans le satin blanc. Ne pensant pas du tout au mariage. Je pensais à la façon dont une personne peut ressembler à une mariée absolument rayonnante dans un miroir tout en effectuant intérieurement une analyse de données extrêmement complexe que personne dans la pièce ne soupçonne. Cette dualité, la mariée éblouissante à l'extérieur, l'analyste hyperfocalisé à l'intérieur, est devenue mon état par défaut dans les semaines qui ont suivi. J'ai appris à la gérer de la même manière que je gérais les litiges d'évaluation complexes. En décomposant le problème en éléments. En les traitant un par un et en refusant catégoriquement de laisser les émotions déteindre sur les données avant que le rapport final ne soit prêt. Guidé par le besoin d'avoir une vue d'ensemble et refusant de me fier uniquement à des suppositions et des murmures surpris. J'ai décidé d'utiliser les outils professionnels et juridiques à ma disposition. Je me suis connecté au site web du registre des actes du comté de Cook et j'ai lancé une recherche sur les registres fonciers publics pour l'adresse de Vance. C'est une procédure standard accessible à tout citoyen, ne nécessitant aucune autorisation spéciale. Quelques jours plus tard, après avoir extrait le titre de propriété officiel, j'ai trouvé exactement ce à quoi mon subconscient se préparait déjà. Un privilège immobilier actif sur le bien. Et le titulaire de ce privilège était la toute même société dont le logo figurait sur la chemise sous sa polaire et dont le nom était griffonné sur le pense-bête du réfrigérateur. Mais le plus accablant était la date. Le privilège avait été enregistré des années avant que Vance et moi ne nous rencontrions. Cela prouvait que la dette ne provenait pas d'une récente tragédie automobile impliquant sa mère. Elle était profondément ancrée dans son propre passé. Vers l'époque de son addiction aux paris sportifs dont Terren avait parlé. En un instant, toute la fable sur le pré-auto de maman s'est désintégrée sous mes yeux, exposant une réalité bien moins noble et infiniment plus inquiétante. Armé de cette connaissance, j'ai fait face à un choix difficile. Probablement familier à quiconque découvre soudainement que son partenaire cache quelque chose d'énorme. J'aurais pu provoquer une confrontation immédiate. Claquer l'acte imprimé sur la table et exiger des réponses sur le champ. Ou je pouvais faire preuve de retenue. Je pouvais attendre qu'il me propose spontanément le grand projet que je savais déjà venir. Afin d'entendre sa version des faits bruts et répéter sans abattre mes cartes. J'ai choisi la seconde option, non pas par faiblesse ni pour retarder une dispute douloureuse, mais par froid calcul professionnel. Mes années en tant qu'évaluatrice m'ont appris une règle d'or. La meilleure preuve de la malhonnêteté d'une personne n'est pas rassemblée lorsque vous lui mettez des faits sous le nez, mais lorsque vous lui laissez la parole pour s'exprimer librement. Totalement inconsciente que vous détenez déjà les preuves. Environ 6 mois après le début de notre relation, Vance m'a demandé en mariage. Et il l'a fait magnifiquement. Un restaurant sur un toit donnant sur la ligne d'horizon de Chicago. Un quatuor à cordes en direct au lieu d'une liste de lecture Spotify. Une bague qu'il a plus tard vantée auprès de ses amis comme lui ayant pris 3 semaines et 2 nombreuses consultations chez des joailliers pour la choisir. Ce soir-là, j'étais sincèrement heureuse. J'ai ressenti cette joie humaine simple que je m'autorisais rarement à vivre pleinement. Ayant passé toute ma vie à tout vérifier et calculer la moindre variable. J'ai pensé pendant un bref instant que je pouvais enfin ranger ma paranoïa professionnelle et être
Simplement une mariée plutôt que l'analyste de mon propre destin. Mais au plus profond de ma conscience. Là où nous refoulons les choses que nous ne sommes pas prêts à traiter. Le souvenir de la chemise cachée attendait paisiblement son heure. L'organisation du mariage a démarré presque immédiatement. Et là, pour la première fois de toute notre relation, j'ai commencé à remarquer de subtils changements dans le comportement de Vance. Je n'osais même pas les exprimer à voix haute au début, car individuellement, il semblait insignifiant. Il est soudainement devenu beaucoup plus enthousiaste à l'idée de discuter de ce qui se passerait après la réception plutôt que de la fête elle-même. Il abordait doucement le sujet de nos futurs arrangements résidentiels de loin. En tâtant le terrain. Il me posait des questions sur mon trajet domicile-travail, si j'aimais mon quartier à long terme. Ou si je me sentais parfois seul dans un si grand appartement. Honnêtement, j'ai d'abord pris ces questions pour des discussions classiques de préparation au mariage. Aveugle à toute arrière-pensée. Chaque couple fiancé doit éventuellement décider où il va vivre. Lorraine a également commencé à s'immiscer dans nos vies avec une fréquence accrue. Et ses visites ont commencé à prendre une tournure très spécifique. Elle se plaignait de manière désinvolte de sa santé, puis pivotait sur l'augmentation du coût des services publics, pour finalement arriver sur l'état détérioré de sa vieille voiture, qui, selon elle, était sur le point de tomber en panne sur l'autoroute. Sans une voiture fiable dans les banlieues. Me rendre chez mes médecins est pratiquement impossible, soupirait-elle. Chaque plainte semblait touchante et humaine, suscitant une sincère sympathie de ma part. J'estime vraiment les personnes qui prennent soin de leurs parents âgés et je n'ai jamais cru bon d'eux. Mépriser les difficultés des personnes âgées. Cependant, lorsqu'on les accumulait, ces doléances commençaient à former une séquence. Un schéma que moi, distraite par les acomptes du mariage et la clôture de transactions immobilières, n'avait pas encore totalement assemblé. Un détail spécifique s'est toutefois ancré dans mon cerveau bien plus profondément que le reste. Je ne peux toujours pas expliquer pourquoi c'est ce moment exact qui a déclenché mon instinct professionnel de détection des vices cachés. Je m'étais rendu chez Vance à l'improviste un soir pour récupérer un livre que j'avais oublié. Je l'ai surpris en plein appel téléphonique. C'était une conversation courte et tendue. Je l'ai entendu sèchement lancer. Je vous ai déjà dit que je solderais le compte après le mariage. Ne rappelez plus à ce numéro. Donnez-moi juste un peu plus de temps. Lorsqu'il m'a vu debout sur le pas de la porte, son ton a changé instantanément. Il a hâtivement raccroché, avec une exaspération exagérée. C'est plaint qu'un service de démarchage téléphonique agressif d'une banque ne le laissait pas tranquille au sujet d'une offre de carte de crédit. Ces spammers sont implacables, a-t-il ri pour dédramatiser. Une fois de plus, je n'ai pas demandé de détails. Je l'ai laissé mettre cela sur le compte d'un agacement quotidien envers le service client. Mais la panique pure dans sa voix lorsqu'il a dit « Je solderai le compte » a résonné en moi avec une résonance vive et piquante. C'était la fréquence vocale exacte que j'entendais chez les clients qui essayaient désespérément de cacher des dommages structurels à l'inspecteur de la banque avant une évaluation de garantie. Ma meilleure amie, et probablement la seule personne à qui je m'autorisais à exprimer mes doutes, était Graire. Nous travaillions ensemble auparavant et elle était désormais copropriétaire d'un cabinet de courtage immobilier haut de gamme. Graire est aussi impitoyablement pragmatique avec la vie des autres qu'elle est parfois imprudente avec la sienne. Elle a été la première personne à qui j'ai parlé de l'incident de la veste sur la chemise et de l'appel téléphonique, je solderai le compte après le mariage. J'en ai parlé de manière désinvolte autour de la tôle et d'avoine entre deux visites de biens, m'attendant à ce qu'elle dise quelque chose comme « Laisse tomber. Tous les mecs ont de drôles de manies. » Au lieu de cela, Graire a posé sa tasse de café, m'a regardé droit dans les yeux et, sans une trace d'ironie, a dit que dans notre métier, des détails comme cela ne sont presque jamais des coïncidences. Un homme dont l'argent et les papiers sont réellement en ordre ne jette pas un vêtement en panique sur des documents lorsque sa fiancée entre. Et il n'utilise pas ce ton de voix étouffé spécifique au téléphone. Le ton que les gens réservent exclusivement à ceux à qui ils doivent de l'argent.
J'ai essayé de rire de cela, mettant sa réaction sur le compte d'une déformation professionnelle puisqu'elle traitait tous les jours avec des acheteurs et des vendeurs louches. Mais notre brève discussion s'est enfouie plus profondément en moi que je ne voulais l'admettre. Pour la première fois, j'ai ressenti la prise de conscience écœurante que j'analysais ma propre relation avec le même détachement froid et méthodique que j'utilisais pour une transaction immobilière commerciale à haut risque. Le travail, pendant ce temps, ne me laissait pas beaucoup de temps libre pour me torturer l'esprit. Ironiquement, c'est au cours de ces semaines qu'un dossier est passé sur mon bureau, jouant un rôle étrange, presque prophétique, dans la façon dont je voyais ma vie personnelle. La banque m'a chargé d'évaluer un bien pour un client cherchant à obtenir une marge de crédit hypothécaire importante. Au cours de mon examen minutieux, j'ai découvert que ce client avait déjà hypothéqué le même bien auprès d'un prêteur privé prédateur, cachant complètement ce fait à la banque principale. L'argent qu'il avait retiré n'avait pas été dépensé en rénovation domiciliaire comme il l'avait assuré à sa famille et à ses voisins, mais a épuré d'importantes dettes de cartes de crédit alimentées par une addiction au jeu durant des années. Sa propre femme ne l'a appris que lorsque des agents de recouvrement agressifs se sont présentés physiquement à leur porte d'entrée, en tapant le rapport de rejet officiel pour ce dossier. J'ai été frappé par une vague de déjà-vu nauséabonde. J'avais l'impression de ne pas lire le dossier d'un inconnu, mais le premier jet de mon propre avenir non écrit. Les parallèles entre ce dossier et les phrases fragmentées que j'entendais de la bouche de mon propre fiancé étaient saisissants. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai sorti mon agenda de travail, sous prétexte de simplement organiser mes pensées. J'ai consacré une page vierge à répertorier chaque anomalie que j'avais observée au cours des derniers mois, la veste sur la chemise, l'appel téléphonique, après le mariage, la bizarre fixation de sa mère sur sa voiture, ses réponses évasives et glissantes dès que je lui demandais directement des précisions sur la valeur nette de son appartement. Notre dîner de fiançailles, organisé en comité familial restreint peu après ma conversation avec Greer, a fourni un autre maillon petit mais très éclairant à la chaîne. Lorraine, éméchée après un verre de pinot noir généreusement servi, s'est soudainement lancée dans un monologue sur la difficulté pour les gens de sa génération de survivre de nos jours. Elle s'est emportée contre le caractère prédateur du système de crédit, écorchant vif les seniors sous prétexte d'assistance financière. Puis, se tournant directement vers moi, elle a sorti une phrase que j'ai d'abord prise pour une tentative maladroite de rapprochement. Je suis tellement soulagé que Vance ait enfin trouvé une fille aussi raisonnable et instruite en finance, a-t-elle bafouillé joyeusement. Dans notre famille, quelqu'un s'embrouille toujours dans des pétrins et n'a aucune idée de la façon de s'en sortir. Vance a failli se dévisser le cou en changeant de sujet de manière agressive, proposant un toast à notre avenir. Je me souviens d'avoir été légèrement surprise par son changement de cap brutal, ne réalisant pas encore que sa mère, que ce soit accidentellement ou très délibérément, venait de soulever le coin de la bâche qu'il s'efforçait si désespérément de maintenir attachée. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à nouveau dans l'appartement de Vance. La raison était tout à fait banale. Je devais récupérer des documents pour finaliser nos polices d'assurance jointes avant le mariage. En attendant dans le salon pendant qu'il fouillait dans la commode de sa chambre, mes yeux ont glissé vers le réfrigérateur, plus précisément vers un pense-bête retenu par un aimant. Cela ressemblait à une liste de choses à faire, payer le Wi-Fi, chercher le costume au pressing. Mais en bas, lourdement souligné, se trouvait la phrase « Payer avant le 15 ou pénalité de retard ». Juste à côté de cette ligne figurait le nom d'une entreprise. Un nom qui me semblait vaguement familier. Une seconde plus tard, ma mémoire m'a fourni la correspondance. C'était le nom exact imprimé sur la chemise cartonnée qu'il avait rapidement couverte avec sa veste. 6 mois plus tôt. Sans même réaliser ce que faisaient mes mains. Purement par mémoire musculaire d'une évaluatrice qui documente chaque défaut structurel. J'ai sorti mon iPhone et j'ai pris une photo de la note. Je me suis dit que je faisais simplement preuve de rigueur. Mais au fond de moi,
je savais déjà que cette preuve concernait directement ma propre vie. Et non le portefeuille d'un client. Naturellement, dès que je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai passé 1 heure à chercher sur Internet pour comprendre exactement ce que faisait cette entreprise. Ce n'était pas une banque traditionnelle, malgré son nom aux sonorités institutionnelles. Apex Equity Solutions. C'était un prêteur privé spécialisé dans les prêts immobiliers à taux d'intérêt élevés et les crédits garantis pour les clients figurant sur la liste noire des institutions financières standards. Un rapide coup d'œil sur le Better Business Bureau et les forums de consommateurs a révélé une entreprise à la réputation impitoyable. Des pages de plaintes d'anciens emprunteurs concernant des taux d'intérêt cachés et exorbitants. Et un harcèlement à la limite de l'illégalité de la part de leur service de recouvrement interne. Fixant l'écran de mon ordinateur portable, pour la première fois durant tous ces mois, je me suis forcé à poser la question laide et honnête. Et si la garantie qui tenait ce prêt n'était pas la berline délabrée de Lorraine, mais l'appartement même de Vence? Cet appartement même qu'il était soudainement si pressé de louer après notre mariage pour aider sa mère financièrement. Et si elle n'était pas un acte noble de piété filiale, mais une tentative désespérée et silencieuse d'utiliser mes ressources pour épurer en secret sa propre dette toxique? Je ne me suis pas précipité vers des conclusions hâtives. Et je n'ai certainement pas piqué de crise d'hystérie ni lancé d'interrogatoire. Mes années dans la profession m'ont appris une vérité absolue, avant d'accuser quelqu'un de fraude. Vous devez constituer un dossier de faits si inattaquable que la cible ne peut pas simplement s'en sortir en disant « tu comprends mal la situation ». Cependant, le simple fait que je considérais désormais mon futur mari à travers un filtre médico-légal a modifié de façon permanente la fréquence de nos interactions. À l'extérieur, je maintenais une sécurité opérationnelle parfaite. Je continuais à discuter des menus du traiteur, des cadeaux de mariage et du plan de table avec le même enthousiasme léger qu'auparavant. Mais de temps en temps, je posais des questions de clarification très spécifiques. En apparence innocentes, sur le titre de propriété et le statut de l'acte de son appartement. Sans faute, il esquivait avec le même scénario nébuleux, tout va bien. Ma puce. Ne te casse pas la tête avec ça. On réglera les papiers après la lune de miel. Nous avions fixé la date du mariage à l'automne, et l'organisation m'avait complètement absorbé. Dans le sens le plus joyeux du terme. Choisir le lieu, la robe, les menus de dégustation, la liste des invités. C'était une mosaïque de petites tâches heureuses menant à une grande fête. Au milieu de tout ce beau chaos, j'ai fait de mon mieux pour étouffer les faibles alarmes persistantes qui résonnaient à ma périphérie. Comme n'importe qui d'amoureux, je voulais désespérément croire au meilleur scénario possible. Je voulais croire que l'homme que j'avais choisi était solide et que son étrange réserve n'était que le stress classique d'avant-mariage. Pendant ce temps, Vence devenait de plus en plus insistant pour ramener nos conversations sur nos futurs arrangements résidentiels. Ce qui avait commencé comme des tâtonnements s'est métamorphosé en propositions concrètes. Il a commencé à lancer des ballons d'essai, suggérant qu'il serait simplement logique de vivre chez moi après les vœux. Mon appartement était plus grand, plus proche du train L, plus proche du centre-ville. Son logement, en revanche, ne devait pas rester vide. Il devait être rentabilisé. On peut le louer, générer un revenu passif pour le budget familial, disait-il. Si vous l'écoutiez d'une oreille distraite, cela semblait parfaitement rationnel, responsable, même. En parallèle, j'ai donné à ma sœur aînée, Blit, un aperçu très épuré et général de mes angoisses. Sa réaction n'a pas été celle à laquelle je m'attendais. Au lieu du classique « Oh, arrête de trop réfléchir. Les mecs sont juste bizarres avec les papiers », son visage s'est décomposé. Elle a entrepris de me raconter une histoire d'horreur sur une fille de sa sororité qui avait accepté de laisser son nouveau mari emménager temporairement dans sa maison acquise avant le mariage, pendant qu'il meublait des dettes professionnelles. 3 ans plus tard, le mari avait réussi à mélanger subtilement leur patrimoine, la piégeant pour qu'elle signe une cession immobilière qui ajoutait son nom au titre de propriété, afin d'obtenir une ligne de crédit.
Lorsque le mariage a explosé. La fille a passé des années dans une bataille judiciaire brutale et destructrice juste pour garder sa propre maison. Cela lui a coûté des années de sa jeunesse et a failli détruire sa santé mentale. Blit m'a regardé par-dessus l'îlot de ma cuisine, très sérieuse. Tu es adulte, Sloan. Et tu trouveras une solution. Mais s'il te plaît. Avant d'accepter de mélanger vos situations de vie. Parle à un avocat en droit de la famille. Mets tout par écrit. Ne te fie pas au « je t'aime » lorsqu'il s'agit du patrimoine pour lequel tu as saigné. Cette conversation avec Blit a galvanisé ma détermination. Je n'agirai pas sous le coup de l'émotion. Je n'agirai pas de manière impulsive. J'aborderai ce redouté face à face avec Vance avec le même détachement clinique que j'apportais à une enquête pour fraude. J'avais besoin d'un maximum de faits. D'une compréhension cristalline de ma fin de partie et d'un refus absolu de laisser de jolies paroles remplacer des bilans comptables stricts. Au cours des semaines suivantes. Tout en conservant la façade d'une future mariée radieuse et stressée. J'ai discrètement pris rendez-vous avec un avocat spécialiste du droit de la famille. Nous avons discuté des mécanismes de confusion du patrimoine. De la distinction juridique entre les biens propres prémaritaux et les biens acquis en Illinois. De la pertinence de la date d'achat et des moyens infaillibles de protéger mon bien immobilier. Détenu en propre contre de futures réclamations. Même si techniquement personne ne réclamait encore rien à voix haute. J'ai appris beaucoup de vérités laides mais éminemment nécessaires sur le droit du divorce. À l'extérieur, les préparatifs du mariage suivaient leur cours. Nous avons réservé les limousines, choisi les cocktails signature. Fait nos séances photos de fiançailles. Pour un observateur extérieur, nous étions le succès ultime des trentenaires. Filant vers un mariage sans faute. Personne n'aurait pu deviner que derrière mon sourire éclatant. Je compilais mentalement un dossier bien plus accablant que la chemise que Vance avait cachée sous sa polaire. Cette double vie, mariée joyeuse à l'extérieur, inspectrice impitoyable à l'intérieur, était épuisante. Car malgré l'accumulation des preuves, j'éprouvais toujours des sentiments sincères et chaleureux pour cet homme. Je me souvenais de nos plaisanteries privées. De la façon dont il pouvait instantanément dissiper mon stress après une journée brutale d'évaluation. Ce cocktail toxique d'amour et de paranoïa grandissante faisait de chaque jour d'attente avant l'inévitable confrontation une torture psychologique. Lorraine, quant à elle, croyait apparemment que sa grande stratégie avait déjà triomphé. Car ses sous-entendus ont perdu toute retenue. Un dimanche. Elle est venue prendre le café et a littéralement apporté une fiche de prix imprimée du Kelly Blue Book pour des SUV d'occasion. Elle a posé les imprimés directement sur le comptoir de ma cuisine et m'a désigné avec enthousiasme le modèle qu'elle visait. Ronronnant pratiquement, dès que Vance aura finalisé la situation de son appartement. Nous irons directement chez le concessionnaire. En la regardant feuilleter joyeusement des photos de Honda CR-V. Tous mes derniers doutes se sont évaporés. Tous les fils de cette conspiration me menaient à un seul point, mon appartement. Ma maison allait être l'agneau sacrificiel utilisé pour éponger en secret leur désastre financier. Le tout savamment déguisé sous le prétexte de construire un avenir familial ensemble. Peu avant le jour J, j'ai retrouvé Greer pour un dîner tardif. Brisant enfin mon silence, je lui ai déballé l'intégralité du dossier sans censure. L'extrait d'acte avec le privilège, le prêteur prédateur, la confession sur les paris sportifs. Le pense-bête et Lorraine étalant des brochures de voitures sur le comptoir de ma cuisine. Le visage de Greer s'assombrissait à chaque phrase. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa fourchette et a dit quelque chose qui restera gravé en moi pour le reste de ma vie. Sloan, je vois ce scénario exact tout le temps dans mon agence. Des femmes intelligentes. Férocement indépendantes. Qui passent des années à se convaincre de ne pas faire de vagues. Elles rassemblent des preuves. Puis se disent qu'elles ont besoin de plus de preuves avant de l'affronter. Elles se retrouvent coincées dans ce cycle infini de collecte de données pendant des mois. Parfois des années, perdant de l'argent. Du temps et finalement leur propre respect d'elles-mêmes. La seule façon de ne pas devenir une
Histoire d'avertissement et de se fixer une limite interne stricte. Dès que tu as assez de faits. Pour être absolument sûr, tu tires immédiatement. Parce qu'attendre plus longtemps, ce n'est plus être prudente. C'est consentir volontairement à être une victime. Entendre ma meilleure amie le dire à voix haute a brisé ma paralysie. J'avais plus qu'assez de faits. Le temps de l'attente était révolu. Littéralement le lendemain du jour où Vance a enfin décidé de me présenter formellement son plan. Maître, un incident minime mais explosif s'est produit. Alors que je l'aidais à chercher un ancien formulaire fiscal dans le tiroir désordonné de son bureau, j'ai découvert par hasard une enveloppe envoyée portant le logo d'Apex Equity Solutions. À l'intérieur se trouvait un avis officiel d'intention de saisie immobilière. Le document stipulait en termes juridiques stricts qu'en raison du non-respect persistant du calendrier de remboursement, la société engagerait des procédures judiciaires pour saisir la garantie, c'est-à-dire l'appartement de Vance. Voir le document physique, et pas seulement un extrait de registre électronique, a clarifié l'ampleur réelle de la crise. Nous ne parlions pas d'un prêt personnel ennuyeux à taux d'intérêt élevé qu'il pouvait rembourser lentement. Nous parlions de la perte catastrophique imminente de son actif principal. C'était cette bombe à retardement, ai-je réalisé, qui forçait Vance et sa mère à passer des subtils sous-entendus à l'action directe. Ils étaient littéralement à court de temps. 2 jours avant la conversation, un de mes anciens collègues, analyste de crédit hypothécaire dans une grande banque pour laquelle je travaillais souvent en sous-traitance, m'a appelé. Après quelques politesses d'usage sur la profession, il m'a demandé de manière désinvolte si j'étais toujours fiancé à un gars nommé Vance. Il a mentionné que le nom de Vance était passé sur son bureau lors d'une réunion interne d'évaluation des risques concernant un client au dossier de crédit extrêmement radioactif, et qu'il avait reconnu le nom d'après mon compte Instagram. Le secret bancaire lui interdisait de me donner des chiffres exacts. Mais le simple fait que cet appel ait eu lieu, que mon monde professionnel entre en collision avec mon désastre privé, a été le clou final dans le cercueil. Je n'étais pas paranoïaque. Je ne créais pas de drame à partir d'une anxiété prémaritale. C'était un incendie financier d'une gravité absolue qui avait déjà dépassé le cadre de sa famille et était désormais visible par des gens de ma sphère professionnelle. Ce soir-là, allongé éveillé à côté d'un Vance qui ronflait, j'ai finalisé mon plan de bataille. Si mes soupçons étaient confirmés par sa propre bouche, je ne crierais pas, ne pleurerais pas et ne le supplierais pas de me dire la vérité. J'allais conserver un calme absolu et terrifiant, et répondre à sa proposition par une offre miroir construite sur la logique exacte qu'il essayait d'utiliser contre moi. Ce serait une proposition qui le forcerait soit à étaler toutes ses cartes sur la table, soit à exposer aux yeux de tous, y compris de sa mère, le prix réel de ses discours poétiques sur la famille et l'entraide. Alors que je traçais les coups de cette partie d'échec verbal, pour la première fois depuis des mois, je n'ai ressenti ni peur ni confusion. J'ai ressenti la concentration glaciale et aiguisée d'une professionnelle s'apprêtant à démonter une demande frauduleuse. Le matin du jour qui allait tout changer, je suis allé travailler comme d'habitude. Je n'avais aucune idée que la soirée amènerait la conversation que j'avais redoutée et anticipée. Pendant des semaines, j'ai inspecté 2 biens et rédigé un imposant rapport d'évaluation pour une maison de villa Lincoln Park. Toute la journée, j'ai été accompagné d'une sensation étrange, presque physique, d'aboutissement imminent. Cela ressemblait exactement au moment juste avant de cliquer sur « Calculer » dans un modèle d'évaluation vaste et complexe. Toutes les variables sont saisies. Les éléments de comparaison sont vérifiés. Et il ne reste plus qu'à voir le chiffre final et incontestable. En prenant un Uber pour rentrer chez moi ce soir-là, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter chez un caviste. J'ai acheté une bouteille du Cabernet cher que nous réservions d'ordinaire pour les grandes occasions. Mon intuition me disait que l'occasion était imminente. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur le canapé avec notre vin, prétendant finaliser le plan de table, Vance a soudainement posé son téléphone face contre la table basse.
Il m'a regardé avec ce regard très spécifique et entraîné que les gens utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à débiter un monologue lourdement répété. Et il a alors entamé la conversation qui allait détruire définitivement notre avenir. Il a posé son téléphone avec une gravité lente, presque cérémonielle. Comme on écarte les distractions avant un grand discours. Avant de dire un mot, il m'a décroché ce sourire désarmant de Golden Retriever. Le sourire exact qui, des mois plus tôt sur un toit terrasse, m'avait convaincu que ce gars était quelqu'un de franc. Et puis il a prononcé les mots que j'attendais depuis des semaines. Même si je ne me l'étais jamais avoué. Ma puce, je me disais qu'après le mariage, ce serait logique qu'on se regroupe chez toi. On pourrait louer mon appartement et utiliser les loyers pour enfin épurer le pré-auto de ma mère qui est dans le rouge. Il a dit cela avec une telle légèreté, d'un ton si naturel. Comme s'il ne dictait pas le sort financier et territorial de tout notre mariage. Mais suggérait de commander taille plutôt que pizza. Il affichait la confiance détendue d'un homme totalement habitué à ce que les femmes de sa vie acceptent aveuglément ses décisions. Dans la seconde unique qui s'est étirée entre la fin de sa phrase et ma réponse, un basculement interne s'est produit. C'était exactement comme le moment dans mon travail où le dernier permis municipal manquant est déposé sur mon bureau, complétant un dossier épineux. Toutes les anomalies désespérées que j'avais accumulées pendant des mois, la veste sur la chemise. Le pense-bête, le privilège sur l'acte, l'avertissement de saisie. La confession sur les paris sportifs. L'appel d'avertissement de l'analyste financier se sont instantanément emboîtés pour former un tableau parfait, logiquement incontestable et incroyablement laid. Il n'y avait plus d'angle mort. Pas un seul détail ne pouvait être écarté comme le fruit de ma propre anxiété névrotique. Le moment pour lequel j'avais passé des semaines à fortifier mon impassibilité était enfin arrivé. À l'extérieur, je suis resté parfaitement calme. Si calme, en fait, que le visage de Vance a tressailli d'une brève confusion. Il s'attendait clairement à une réaction différente. Soit une gratitude immédiate et émerveillée pour son généreux sacrifice. Soit une résistance modérée, facile à écraser. Qu'il pourrait balayer avec ses arguments préconçus sur l'aide à sa pauvre mère. Au lieu de cela, j'ai bu une lente gorgée de mon cabernet. J'ai posé le verre sur le dessous de verre avec la même lenteur délibérée qu'il avait utilisée pour son téléphone, et je lui ai posé une question. J'ai utilisé ma voix d'évaluatrice. Le ton neutre et poli que j'utilise pour demander à un promoteur pourquoi la superficie sur le plan ne correspond pas à la réalité. Le solde principal du prêt auto de ta mère est-il vraiment si colossal qu'il nécessite d'engager un bien immobilier pour l'épurer? Ai-je demandé calmement. Ne serait-il pas plus simple que tu me montres les documents souscrits et le tableau d'amortissement? Je travaille dans la finance. Vance. Je pourrais analyser les chiffres et nous aider à élaborer une stratégie de remboursement bien plus efficace. Vance s'est figé. Dans cette hésitation microscopique, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Il ne s'était pas préparé à une contestation logistique. Il était prêt pour une opposition émotionnelle. Mais il était totalement désarmé face à une demande de vérification des chiffres réels. Se reprenant rapidement, il a balayé l'air d'un geste de la main. C'est un vrai casse-tête, honnêtement. Des tas de paiements manqués. Des taux exorbitants. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec les chiffres. Ma puce. Le montant total est gérable. Ce qui compte maintenant, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde pour le déménagement. On s'apprête à former une famille. On doit prendre des décisions comme une famille. Pas comme si on gérait un cabinet comptable. Cette petite pique défensive sur le cabinet comptable a confirmé qu'il n'avait aucunement l'intention de me montrer le moindre chiffre. Il ne le pouvait pas, car les véritables chiffres feraient voler toute son opération en éclats. C'est à ce moment précis que j'ai déployé la contre-proposition que j'avais élaborée en restant éveillé à 3 heures du matin. Je suis d'accord, ai-je dit chaleureusement. La famille. C'est être présent quand les choses deviennent difficiles.
Je prends ta proposition très au sérieux. Mais je pense que nous devrions faire l'inverse. Inversons le scénario. Au lieu d'emménager chez moi et de laisser ton appartement en location, louons mon appartement. Si ton logement est en assez bon état pour rapporter un loyer élevé, il est assez bon pour que nous y habitions temporairement. Nous prendrons les revenus locatifs de mon bien et nous en enverrons 100% directement au créancier de ta mère. Mais évidemment, avec une mise en garde. Je me suis légèrement penché en avant. Avant de signer le moindre contrat de bail pour mon bien, mon expérience dans l'immobilier m'impose de faire les vérifications d'usage. J'aurai besoin de voir le titre de propriété vierge de tout privilège pour ton appartement, afin de m'assurer qu'il n'y a pas de privilèges actifs ou de charges. Juste pour qu'on puisse rédiger les papiers d'occupation légalement et proprement. Le visage de Vance a subi une transformation si violente que je n'ai pas eu besoin d'un détecteur de mensonges pour valider mes conclusions. L'aisance arrogante et patronnante avec laquelle il avait entamé la conversation s'est évaporée, remplacée par une panique mal dissimulée. Ses yeux ont appuyé vers la fenêtre, et ses doigts, auparavant détendus sur son genou, ont commencé à tapoter rapidement contre sa cuisse. Il a cherché à gagner du temps. Eh bien, le truc, c'est que l'appartement est en fait toujours au nom de ma grand-mère dans une fiducie. La succession et le transfert de titres n'ont pas encore été entièrement enregistrés par le comté. C'est un vrai cauchemar juridique. 2 mois plus tôt, il s'était explicitement vanté d'avoir finalisé son rachat en location-accession directement auprès du promoteur. La collision de ses propres mensonges était assourdissante, résonnant à mes oreilles plus fort qu'une sirène. Je ne l'ai pas coincé sur la contradiction. J'ai décidé de lui donner assez de cordes pour qu'il se perde ou qu'il avoue enfin. J'ai souri doucement. Oh. Des problèmes de succession. Ça se résout facilement. J'ai une excellente avocate spécialisée dans les titres de propriété dans mes contacts. Elle peut accélérer le processus d'enregistrement en quelques jours. En attendant, nous pouvons commencer à mettre mon bien en location et tout mener de front pour ne pas perdre de revenus locatifs. Donne-moi juste une date pour le moment où tu pourras sortir les documents de la fiducie de ta grand-mère. Totalement dépouillé de sa façade d'assurance, Vance a bredouillé quelque chose d'incohérent sur le fait que cela dépendait des avocats. Puis, comme un homme qui se noie et s'agrippe à une épave, il a radicalement changé de tactique, tentant d'utiliser la culpabilité comme une arme. Je ne comprends pas pourquoi tu es si intensément procédurière là-dessus, a-t-il lancé, la voix montant d'un ton. On parle de ma mère, une femme qui m'a élevé seule, en se tuant pratiquement au travail avec 2 boulots. Et toi tu es assise là à agir comme une inspectrice froide et calculatrice alors que ma famille a besoin de soutien, pas d'un interrogatoire. Ce passage d'une fausse logique d'affaires à une manipulation émotionnelle agressive était un schéma comportemental que j'avais vu une centaine de fois chez des vendeurs frauduleux essayant de masquer de la moisissure derrière des discours sur la confiance. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai gardé une voix parfaitement calme. Mon inquiétude pour ta mère est sincère, Vance. Et je suis prête à aider d'une manière qui soit structurellement solide et transparente. Mais la transparence, ce n'est pas de la bureaucratie. C'est la base de tout mariage sain. Si nous devons mélanger nos actifs et notre trésorerie, les 2 partenaires doivent avoir un accès complet au compte. On ne navigue pas à aveugle sur les exigences unilatérales d'une seule personne. Pile au bon moment, comme convoqué par un metteur en scène, le téléphone de Vance a sonné. C'était Lorraine. Visiblement soulagé d'avoir une excuse pour briser la tension. Il a plaqué le téléphone sur haut-parleur, cherchant clairement du renfort dans une guerre qu'il était en train de perdre rapidement. Il a rapidement résumé ma contre-proposition en la déformant lourdement. Il a présenté la chose comme si je refusais catégoriquement d'aider sa famille et exigeais des
Audit financier humiliant juste pour affirmer ma domination. Lorraine, saisissant immédiatement la fréquence sur laquelle il émettait, a commencé à gémir à travers le haut-parleur de l'iPhone. Elle s'est lancée dans une tirade sur l'ingratitude moderne. Comment elle avait économisé centime par centime pour cette voiture. Comment, à son époque, une fiancée n'aurait jamais parlé à sa future belle-mère avec un tel manque de respect. Honnêtement, Vance, a-t-elle reniflé fort? Je commence à me demander si elle est vraiment la femme qu'il te faut. Si elle est prête à détruire la paix de notre famille pour de simples papiers sans importance. J'ai laissé son monologue aller jusqu'au bout. Lorsqu'elle a enfin repris son souffle, je me suis penché vers le téléphone et j'ai parlé d'un ton net et serein. Lorraine. Je suis très heureuse de m'asseoir avec vous en personne pour discuter de votre prêt auto. Cependant, cette discussion se fera sur la base de documents financiers réels. Pas de théâtralisme émotionnel. Si vous avez sincèrement besoin de mon aide, le moyen le plus rapide de l'obtenir est de m'envoyer par courriel un PDF de votre contrat de prêt d'origine et le tableau d'amortissement actuel. Avec mon expérience professionnelle, je peux facilement voir si nous pouvons le refinancer ou le restructurer à de meilleures conditions. J'attends votre courriel. Un silence de mort s'est abattu sur la ligne. Un silence lourd, étouffant, hautement radioactif. Quand Lorraine a enfin repris la parole, son ton était passé d'une fureur vertueuse à une retraite paniquée et précipitée. Je n'ai pas les papiers sous la main. Il faudra que je cherche plus tard. Honnêtement, ma tension monte avec toutes ces disputes. J'ai besoin d'aller m'allonger. La ligne a coupé. Ce passage instantané de la culpabilisation agressive à la fuite paniquée m'en a dit plus sur la réalité de leurs finances que n'importe quel relevé bancaire. Vance est resté assis en silence, totalement déconcerté par le fait que sa tactique de manipulation en duo venait d'être pulvérisée en 30 secondes. Réalisant que la colère ne fonctionnait pas, il a déployé sa troisième stratégie, le martyr blessé. Je n'arrive pas à croire que tu aies si peu confiance en moi, a-t-il chuchoté en regardant le sol. J'ai l'impression d'être un suspect dans un poste de police. Je voulais seulement prendre soin d'eux. Ma mère. Peut-être. Peut-être qu'on devrait mettre ça de côté. Je ne peux pas te parler quand tu es aussi hostile. Si cela avait été 6 mois plus tôt, l'ancienne Sloan se serait précipitée pour le réconforter, s'excusant d'avoir été trop dur. La nouvelle Sloan s'est contentée de hocher la tête. Mettre ça de côté me convient très bien. Nous pourrons reprendre la conversation dès la minute où tu fourniras les documents que j'ai demandés. Mon indifférence absolue et inattaquable a blessé son orgueil bien plus profondément que n'importe quelle dispute hurlante aurait pu le faire. Les jours suivants se sont écoulés dans un silence tendu et glacial. Vance était remarquablement éteint, répondant au message par un seul mot. Lorsque je lui ai demandé de manière désinvolte s'il avait enfin trouvé les documents de la fiducie, il a esquivé, prétendant qu'il était débordé au travail. Je n'ai pas insisté, et je n'ai pas fait semblant non plus que tout était normal. Au lieu de cela, j'ai profité du cessez-le-feu pour couler du béton sur mes périmètres défensifs. Je suis retourné voir l'avocate en droit de la famille et j'ai fait rédiger officiellement un contrat d'union prénuptiale inattaquable. Il protégeait juridiquement et explicitement mon appartement en tant que bien propre et séparé, immunisé contre toute confusion de patrimoine, partage de valeurs nettes ou réclamation pour dette conjugale. Je prévoyais de lui remettre ce document non pas comme une déclaration de guerre, mais comme la conclusion logique et adulte de 2 professionnels gérant leurs actifs avant le mariage. Une semaine après notre désastreuse soirée Vance a relancé la conversation. Cette fois, il a joué les conciliateurs. Il a reconnu qu'il s'était un peu emporté en me traitant de méfiante et a proposé un compromis. Écoute. Les papiers pour la fiducie de ma grand-mère vont prendre des mois à se régler. Pourquoi on n'emménagerait pas chez toi temporairement, genre 2 mois maximum après le mariage?
Juste le temps que les avocats règlent mon titre de propriété? On peut attendre avant de louer mon appartement jusqu'à ce que le titre soit clair. J'ai reconnu cette tactique immédiatement. C'est un classique du recul de négociation. La partie adverse heurte un mur sur son objectif principal. Elle sacrifie donc volontairement un détail secondaire, louer son logement, pour sécuriser son objectif principal, prendre pied dans mon bien. J'ai répondu avec le même ton détaché et professionnel que j'avais utilisé toute la semaine. Un arrangement résidentiel temporaire me convient. Mais il vient avec une condition obligatoire. Nous signerons un contrat prénuptial juridiquement contraignant et une renonciation à l'usage du bien stipulant que l'appartement reste mon bien propre. Et séparé, quelle que soit notre cohabitation. Et que tu renonces à tout droit de réclamer une part de la valeur nette conjugale. Tout comme une banque exige un accord de garantie signé avant de débloquer des fonds plutôt que de se fier à une poignée de main. J'ai ajouté, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Vance. C'est de l'hygiène financière de base. Étant donné ma licence et ma carrière, je suis professionnellement tenu d'agir ainsi. Sa réaction a été thermonucléaire. Vance a bondi du canapé et a commencé à faire les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Pour la première fois de toute notre relation, il a élevé la voix pour hurler. Tu ne me vois même pas comme ton partenaire. Tu es littéralement en train de préparer notre divorce avant même qu'on ait coupé le gâteau. C'est psychotique. Sloan. Les gens normaux ne font pas ça. Seul quelqu'un qui a déjà abandonné le mariage agit comme ça. Sa voix ne ressemblait plus à celle d'un fiancé vexé. Elle ressemblait au rugissement frénétique et désespéré d'un escroc voyant sa cible lui échapper. Recourant à l'arme ultime, accuser la victime de ne pas l'aimer assez. Je l'ai laissé vider son sac. Quand il a eu fini de halter, j'ai prononcé une phrase qui a dû lui faire l'effet d'un coup physique. Je ne prépare pas des documents pour un divorce. Vance. Je prépare des documents pour l'honnêteté. Si tes intentions sont vraiment aussi pures que tu le prétends. Signer ce bout de papier ne change absolument rien à notre vie quotidienne. Il restera dans un tiroir pour toujours. Mais si les intentions de quelqu'un ne sont pas pures, ce document est la seule chose qui me protège de ce que je commence déjà à soupçonner. Que toute cette campagne pour emménager chez moi n'a absolument rien à voir avec la voiture de ta mère et a tout à voir avec le fait que tu cherches à obtenir un moyen de pression sur mon bien immobilier pour te sortir d'une catastrophe. Vance s'est figé. Le silence dans la pièce était si lourd que je pouvais entendre le tic-tac de la seconde aiguille sur l'horloge de ma cuisine. Il n'a pas avancé un seul fait pour réfuter mon accusation. Il m'a juste regardé avec des yeux vides et a murmuré. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi toxique. Il s'est retourné, est entré dans la chambre et a fermé la porte. Il ne l'a pas claquée. Mais il l'a fermée avec assez de force pour communiquer sa profonde dévastation théâtrale. Je suis resté seul dans le salon à fixer mon verre de vin à moitié vide. Curieusement, je ne ressentais aucune anxiété, aucun regret quant à ce que j'avais dit. Je ne ressentais que le soulagement profond et aérien d'une personne qui a enfin cessé de faire semblant de ne pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. Le lendemain matin, au cours d'un petit déjeuner au silence étouffant, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Lorraine. J'ai ouvert le fil pour trouver un énorme pavé de texte visiblement tapé à la hâte. Abandonnant son ton hautain habituel, elle s'est complètement effondrée. Elle a avoué qu'il ne s'agissait pas seulement de la voiture. Vance se noyait dans les dettes depuis des années. Des dettes si colossales qu'elle avait peur d'en dire le montant à voix haute. Elle prétendait qu'elle essayait seulement d'aider son fils à s'en sortir avant que, ces gens, ne fassent quelque chose de bien pire que de simplement saisir son appartement. Ce SMS hystérique était la dernière pièce du puzzle. C'était la première confirmation écrite directe que la crise était infiniment plus sombre et plus dangereuse qu'un simple prêt auto non honoré. La phrase « ces gens » me confirmait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une menace pour mon score
de crédit. C'était une menace potentielle pour ma sécurité physique, reléguant mon anxiété dans un compartiment étanche. Je suis immédiatement passé en protocole de gestion de crise. J'ai appelé Greer et lui ai demandé une immense faveur. L'un de ses clients très fortunés était un homme qui dirigeait autrefois une agence de recouvrement spécialisée, le genre qui traite les dettes toxiques et irrécouvrables pour des prêteurs de l'ombre. Bien que techniquement Greer ne devait pas mélanger son portefeuille de clients avec mon drame personnel, l'effroi froid et pur dans ma voix l'a convaincu. Elle a organisé une réunion dès le lendemain dans un dîner calme de la banlieue. L'homme s'est présenté sous le nom de Silas. Il ressemblait à un ancien joueur de football américain à la retraite qui aurait troqué son maillot contre un costume sur mesure. Je lui ai fait un résumé global, le nom d'Apex Equity Solutions, le montant estimé du prêt que Vance avait laissé entendre, et le SMS frénétique de Lorraine parlant de « ces gens ». Le visage de Silas est devenu d'un sérieux mortel. Il m'a tout exposé, confirmant mes théories les plus sombres. Apex Equity Solutions était techniquement un prêteur agréé, mais dans le milieu. Ils étaient connus comme des rabatteurs. Lorsqu'un emprunteur faisait défaut sur un prêt massif à haut risque, Apex regroupait et revendait rapidement ce titre toxique à des intermédiaires non régulés. Ces intermédiaires ne se souciaient pas de la loi sur les pratiques de recouvrement de créances. Ils opéraient en dehors du cadre légal, recourant à une intimidation agressive. Silas a expliqué que cette transmission se produit généralement lorsque les pénalités et les intérêts cumulés dépassent la valeur réelle de la garantie immobilière. J'ai regardé Silas droit dans les yeux et j'ai demandé: est-ce que les histoires d'intimidation physique et de violence envers les membres de la famille sont réelles? Ou est-ce juste une légende urbaine? Silas n'a pas doré la pilule. Dans les cas impliquant des joueurs chroniques évitant d'énormes dettes à 6 chiffres? Oui. Pneus crevés, vitres brisées, des gars qui se pointent à votre bureau, qui menacent votre conjoint. Ça arrive. Mais il a ajouté, essayant de tempérer ma panique. Cela dépend fortement du montant exact et de la façon dont il évite leurs appels. Vous devez obtenir le chiffre exact du solde pour évaluer votre niveau de menace réelle. Ne vous basez pas sur l'hystérie de sa mère. Armé de cette effrayante information, j'ai décidé de franchir une ligne morale que je n'aurais jamais pensé franchir. J'avais besoin de la dernière pièce du puzzle avant de faire tout exploser. Des mois plus tôt, Vance conduisait et m'avait hâtivement demandé de me connecter à son compte Gmail sur son iPad pour afficher un QR code pour un concert, en me criant son mot de passe par-dessus la radio. Je m'en souvenais. Je savais que fureter était une violation de confiance. Mais étant donné que ma sécurité physique et financière était désormais en jeu, mon hésitation morale a duré environ 3 secondes. Attendant qu'il sorte pour une soirée de décompression avec ses potes d'université, une soirée à laquelle il s'était bien gardé de m'inviter, j'ai ouvert son iPad. En moins de 2 minutes, j'ai trouvé le pactole. Une chaîne de courriels d'Apex Equity Solutions détaillant le solde exact du remboursement. Le chiffre m'a rendu physiquement malade. C'était plus de 4 fois le montant qu'il avait vaguement suggéré que sa mère devait. En creusant plus profondément dans les fils de discussion plus anciens, j'ai trouvé les documents d'origine. Lorraine ne figurait pas du tout sur le prêt. Vance avait effectué un refinancement avec dégagement de liquidité à un taux prédateur, hypothéquant son appartement au maximum. De plus, les alertes bancaires dans sa boîte de réception montraient les décaissements. L'argent n'était pas allé à un concessionnaire automobile. Il était parti en virement massif vers des sites de paris sportifs offshore louches et des comptes Venmo appartenant à des bookmakers locaux. Les dettes exactes dont Eren m'avait averti. En parcourant les courriels, je ne me suis même pas senti choqué. Ma capacité de surprise avait été carbonisée depuis des semaines. À la place, j'ai ressenti la validation amère et désillusionnée d'une vérificatrice qui confirme enfin que le PDG détourne le fonds de roulement de l'entreprise. La belle façade s'était complètement effondrée sous le poids des chiffres. Je me suis dit, si ce dossier de prêt était posé sur mon bureau à la banque,
Je le tamponnerai d'un mot en grosses lettres rouges, refusé. Maintenant. Il me fallait simplement appliquer ce tampon à un être humain que j'avais autrefois aimé. Le jour précédent, celui où nous devions assister à un grand dîner dominical de famille chez Lorraine. En banlieue, un dîner destiné à finaliser la logistique du repas de répétition. Je me suis réveillé avec une clarté étrange, cristalline. C'est l'état d'esprit exact dans lequel j'entre le matin d'une audience d'évaluation commerciale. Contestée de plusieurs millions de dollars. Les calculs sont faits. Les éléments de comparaison sont inattaquables. Tout ce qui reste, c'est l'exécution. J'ai planifié la confrontation à venir avec une précision chirurgicale. Il n'y aurait pas de cris, pas de larmes, pas de jet de verre de vin dramatique. Je présenterai la dissolution de cette relation exactement comme un rapport d'évaluation. Chronologique, objective, factuelle et incontestable. Laisser les documents crier est toujours infiniment plus dévastateur que d'élever la voix. Cet après-midi-là, j'ai méthodiquement organisé mes preuves dans des pochettes en plastique transparente à l'intérieur. De mon porte-documents en cuir. Pièce A, l'extrait d'acte du comté de Cook montrant le privilège d'Apex. Pièce B, l'avis officiel d'intention de saisie envoyé par courrier. Pièce C. Les impressions de sa correspondance Gmail avec le prêteur montrant le véritable solde à 6 chiffres et les virements vers les bookmakers. Pièce D, le contrat prénuptial non signé et non exécuté. Alors que je fermais la fermeture éclair de mon porte-document, une sombre ironie m'a traversé. Pour la première fois de ma vie, je déployais mon arsenal professionnel non pas pour protéger le capital d'une banque, mais pour sauver ma propre vie. Cela ne m'effrayait pas. Cela me donnait du pouvoir. C'était mon terrain de jeu. Vance, totalement inconscient du matériel radioactif posé sur mes genoux sur le siège passager, était d'une humeur phénoménale pendant le trajet vers la banlieue. Il mettait la musique à fond, plaisantait et parlait de notre lune de miel à Cabo, agissant comme si la tension glaciale de la semaine écoulée n'avait jamais existé. Son enthousiasme délirant était la chose la plus difficile à supporter. J'étais assise à côté d'un homme qui s'était soit entièrement convaincu que ses mensonges tiendraient, soit mentait depuis si longtemps que son cerveau fonctionnait simplement en pilote automatique. Cela n'a fait que renforcer ma détermination. La maison de banlieue de Lorraine bourdonnait de membres de la famille et de l'odeur d'un rôdeux bœuf. Étaient présents Lorraine, sa sœur cadette, la tante de Vance, et son mari. Un voisin indiscret qui était pratiquement considéré comme un membre de la famille. Ainsi que le cousin de Vance et sa femme. C'était le public parfait, une foule de témoins tricotés serrés mais nombreuses, garantissant que la vérité ne pourrait pas être cachée sous le tapis, balayée d'un revers de main ou mise sur le compte d'un malentendu. J'ai attendu le dessert. La table a atteint ce moment de calme confortable d'après-repas où tout le monde est détendu. Sirote son café et prête attention. J'ai éclairci ma voix et parlé d'une voix claire qui portait. Puisque la famille proche est réunie ici aujourd'hui, je pense que c'est le moment idéal pour aborder une question logistique cruciale concernant les futurs arrangements résidentiels de Vance et moi. Il vaut mieux gérer cela en toute transparence. Maintenant plutôt que d'attendre que cela explose plus tard. La posture de Vance est instantanément devenue rigide. Sa fourchette s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Il m'a lancé un regard de terreur pure. Puis ses yeux ont filé vers sa mère. Dans cet échange d'une fraction de seconde, j'ai vu le SOS silencieux et désespéré d'un grand enfant suppliant sa maman de nettoyer son bazar. Mais je ne leur ai pas laissé une microseconde pour confisquer la parole. Parlant avec le rythme posé et autoritaire que j'utilise dans les salles de réunion, j'ai rappelé à la table la proposition que Vance avait faite des semaines plus tôt. Que nous vivions dans mon appartement. Que nous louions le sien et que nous utilisions l'argent liquide pour épurer le prêt auto pesant de Lorraine. Entendant sa propre fausse histoire de malheur utilisée contre elle devant sa sœur et son neveu, Lorraine a tenté de l'interrompre en prenant sa voix tremblante caractéristique. Oh. Sloan. Ma chérie. Les temps sont tellement durs.
Les jeunes ne comprennent pas. Lorraine, les jeux coupés doucement, mais avec une autorité absolue et inébranlable. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Tout le monde aura la parole dès que j'aurai fini. Le cadrage psychologique a parfaitement fonctionné. Un lourd silence assourdissant s'est abattu sur la salle à manger. Tout le monde autour de la table a intuitivement compris que quelque chose de catastrophique était en train de se produire. Et la gravité même de mon ton les a contraints à regarder le naufrage se dérouler. J'ai ouvert la fermeture éclair de mon porte-documents en cuir. J'ai sorti la pièce A, l'extrait d'acte du comté. Et je l'ai fait glisser au centre de la table à manger, juste à côté de la saucière. Ce document, ai-je déclaré calmement, est un registre public. Il montre un privilège massif placé sur l'appartement de Vance des années avant qu'il et moi ne nous rencontrions. Par conséquent, l'histoire selon laquelle cette crise financière est liée à un récent prêt auto pour Lorraine est fondamentalement fausse. Avant que quiconque ne puisse expirer. J'ai claqué la pièce C sur la table, les courriels imprimés. Ceci, ai-je poursuivi, ma voix ne trahissant aucune émotion, est la correspondance entre Vance et son prêteur prédateur. Apex Equity. Elle détaille un solde de remboursement à 6 chiffres. J'ai lu le montant exact en dollars à voix haute, en articulant chaque syllabe pour que personne ne puisse prétendre avoir mal entendu. Et ces captures d'écran de registre ci-jointes montrent que la valeur nette retirée de l'appartement n'a pas été utilisée pour des urgences familiales, mais a été virée directement vers des comptes de paris sportifs offshore et des bookmakers locaux. Le cousin de Vance, qui observait la scène comme s'il regardait un documentaire criminel, a brisé le silence. Il s'est tourné vers Vance, l'air dégoûté. Mec, c'est vrai tout ça? Vance, pâle comme un linge et en sueur, a bafouillé un pathétique salmigondi de mots sur des instruments financiers complexes, des problèmes de liquidité temporaire et des affaires de famille. Mais sa voix tremblait si violemment que même le voisin indiscret a échangé un regard profondément perturbé avec son mari. Le jury avait rendu son verdict. Profitant du choc, je me suis tourné directement vers Vance et j'ai livré ma conclusion. J'aurais déplacé des montagnes pour t'aider à régler ça. Ai-je dit en le regardant droit dans ses yeux paniqués, si tu étais venu me voir comme un homme. Si tu m'avais dit la vérité et m'avais exposé la réalité de ton addiction. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as essayé de détourner en secret mon bien immobilier et ma sécurité financière pour te tirer d'affaires auprès de prêteurs sur gage. En utilisant ta mère comme bouclier humain pour me manipuler émotionnellement. Maintenant que les chiffres sont sur la table, je ne prends aucune décision hâtive aujourd'hui. Mais j'en ai officiellement fini de participer à des conversations fondées sur la fraude. Lorraine a perdu la tête. Elle s'est levée d'un bond de sa chaise et a déchaîné un torrent de cris hystériques. Elle m'a accusé de les humilier, d'étaler le linge sale devant les invités. Et a affirmé qu'une fiancée correcte et aimante aurait réglé cela en privé. Et non mis en place un tribunal. Soudain, sa sœur cadette, la tante de Vance, a frappé du plat de la main sur la table. Lorraine, arrête, a-t-elle tranché. Si tu avais eu le cran de traiter son problème de jeu il y a des années. Au lieu de le renflouer en secret et de mentir au reste d'entre nous. Cette pauvre fille n'aurait pas à tenir un tribunal pour se protéger. Le fait que sa propre sœur prenne publiquement mon parti a totalement validé ma stratégie. La vérité présentée sous la lumière crue d'une assemblée est infiniment plus difficile à nier que la vérité chuchotée derrière des portes closes. Voyant que même sa propre tante était dégoûtée, Vance a recouru à son option nucléaire. Au lieu de s'excuser, il a bombé le torse et est passé à l'offensive. Tu sais quoi, a-t-il ricané en me pointant d'un doigt tremblant. Si tu as si peu de respect pour ma famille que tu es prête à faire ce coup psychotique. Peut-être qu'on ne devrait pas se précipiter vers un mariage. Peut-être que j'ai besoin de réévaluer. Si j'ai seulement envie de me marier avec quelqu'un d'aussi froid. Il a lancé cela en s'attendant totalement à ce que je m'effondre.
Il pensait que la menace d'un mariage annulé, l'embarras social de rendre les cadeaux, m'exposerait à la terreur et me soumettrait. Il pensait que ma peur d'être une trentenaire célibataire était plus grande que ma peur de la ruine financière. Il n'avait aucune idée de qui il avait en face de lui. Ma peur d'être seul était microscopique comparée à ma peur de me réveiller marié à un menteur qui devait de l'argent à des casseurs de jambes. Je suis entièrement d'accord, ai-je répondu, la voix ferme comme du roc. Tu devrais absolument réévaluer la situation et nous pourrons discuter de l'avenir de notre relation en privé. Mais seulement après que tu auras fourni une comptabilité entièrement auditée et vérifiée par un expert comptable de chaque dette que tu dois. D'ici là, il n'y a plus rien à dire. Lorraine a commencé à sangloter dans sa serviette, gémissant que sa réputation dans le quartier était ruinée et que les potins dureraient des années. Mais sous ses larmes, je n'ai pas entendu une once de regret pour ce qu'ils avaient essayé de me faire. Je n'ai entendu que la terreur d'une femme réalisant que sa campagne de relations publiques de plusieurs décennies consistant à passer pour la famille banlieusarde parfaite venait d'être anéantie par une frappe nucléaire. En les regardant de l'autre côté de la table, le voile complètement levé, je les ai vus pour ce qu'ils étaient exactement. Des parasites qui avaient passé des années à décharger les conséquences de leurs actes sur quiconque était assez naïf ou assez aimant pour en porter le poids. Le cousin de Vance a proposé maladroitement que tout le monde se calme et se réunisse un autre jour. Je me suis levé, j'ai méthodiquement rassemblé mes documents. Je les ai remis dans leur pochette en plastique et j'ai fermé la fermeture éclair de mon porte-documents. Il n'y a rien à reporter, ai-je dit. Toutes les données pertinentes ont été transmises. Les prochaines étapes dépendent entièrement de la capacité de Vance à dire la vérité. Je n'ai pas attendu que Vance me raccompagne. J'ai appelé un Uber. Je suis sorti par la porte d'entrée et je l'ai laissé assis au milieu des ruines de ses propres mensonges. Dans la voiture qui me ramenait seul vers la ville, mon porte-documents posé sur les genoux. Je savais que le point culminant de cette histoire était encore à venir. Car la variable la plus sombre et la plus dangereuse, les recouvreurs de l'ombre dont Silas m'avait averti, était toujours là, dehors. Et je savais que pour me couper véritablement de cette zone d'impact, j'allais devoir franchir une dernière étape irréversible. Le catalyseur est arrivé exactement 3 jours plus tard. Je venais de rentrer dans mon appartement après le travail, portant encore mon trench coat et enlevant mes talons, quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro local inconnu. Supposant qu'il s'agissait d'un courtier ou d'un client, j'ai répondu de manière professionnelle. Au lieu d'un agent immobilier enthousiaste, j'ai été accueilli par une voix d'homme sèche, rauque et excessivement poli. Il s'est présenté comme un spécialiste du règlement des comptes pour les partenaires d'Apex Equity Solutions, bypassant les formules de politesse habituelles des centres d'appel. Il est immédiatement passé à l'attaque. Sloan, nous savons que vous êtes la partenaire de vie de l'emprunteur et que vous devez vous marier légalement dans quelques mois. Il serait très bénéfique pour votre propre tranquillité d'esprit future de l'encourager à liquider son solde. Les retards prolongés dans notre processus de recouvrement ont tendance à compliquer la vie et la carrière de toutes les personnes du foyer immédiat de l'emprunteur. C'était une menace parfaitement conçue, juridiquement ambiguë, enrobée de jargon d'entreprise. Mais la menace sous-jacente était limpide. Je n'ai pas ressenti une goutte de panique. Au lieu de cela, mon cerveau est immédiatement passé en surrégime. Je n'ai pas hésité une fraction de seconde. Écoutez-moi très attentivement, ai-je répondu, la voix aussi froide que de l'azote liquide. Je ne suis signataire d'aucun document de prêt. Je ne porte aucune responsabilité pour ces dettes. Si vous ou votre organisation tentez de me contacter à nouveau, je vous ferai poursuivre en justice en vertu de la loi sur les pratiques de recouvrement de créances pour harcèlement illégal d'un tiers. Et je remettrai le fichier audio de cette conversation exacte au procureur général de l'Illinois. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché.
J'avais appuyé sur enregistrer sur mon Apple Watch dès que la conversation avait pris un tournant. Bizarre. Debout dans ma cuisine, mon téléphone encore chaud dans la main. J'ai vécu un moment d'une clarté chirurgicale profonde. Le chemin menant de mes premiers vagues soupçons à ce moment exact où je recevais une menace au air de mafia n'avait pris que quelques mois. Mais chaque jour où j'avais retardé l'écoute de mon instinct m'avait coûté une parcelle de ma santé mentale. J'ai fait le serment là, sur le champ, de ne plus jamais attendre. Le coût d'une action trop lente est toujours inévitablement plus élevé que le coût d'une action trop rapide. Je n'ai pas perdu de temps à pleurer. J'ai attrapé mes clés. J'ai appelé le commissariat de la police de Chicago le plus proche de mon bureau et j'ai demandé à parler à un inspecteur que j'avais rencontré un an plus tôt lors d'une affaire de fraude immobilière. Non lié. Je lui ai expliqué l'appel. Il m'a dit de venir immédiatement déposer une main courante officielle pour harcèlement et d'enregistrer la menace, ce qui me protégerait légalement des recouvreurs de dettes. 1 heure plus tard, j'étais assise dans un commissariat stérile, exposant méthodiquement la chronologie des faits à un agent de saisie. Je leur ai donné les fichiers d'Apex, les courriels, l'enregistrement de l'appel téléphonique. En regardant l'agent taper le rapport, j'ai ressenti une sensation rare et émancipatrice. Le sentiment d'une femme reprenant le contrôle absolu et inflexible de sa propre histoire. Du commissariat, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai pris un taxi directement pour le Gold Coast. À la boutique de mariage haut de gamme où Vance et moi devions faire mon essayage final de robe. Il était naturellement en retard, m'ayant envoyé un SMS prétextant des embouteillages. Je me suis assise dans le fauteuil en velours du hall d'entrée à attendre. Quand il a enfin franchi les portes en verre, l'air affairé et affichant un sourire forcé. Je n'ai pas perdu de temps en préambule. Je me suis levé et j'ai dit fort et clairement. Le mariage n'est pas reporté. Il n'y a pas de pause. Il est annulé. J'ai reçu un appel de T. Recouvreur de dette il y a 1 heure menaçant ma sécurité. Ai-je dit en le fixant dans les yeux horrifiés. Je sors du commissariat de police. J'ai terminé. Je ne passerai pas un seul jour de ma vie lié à un homme dont les mensonges m'exigent de déposer des plaintes à la police. Vance a pris la couleur de la cendre mouillée. Il semblait sur le point de s'évanouir sur le sol en marbre. Ma puce. Attends. S'il te plaît. J'ai parlé à un avocat. Je suis en train de tout arranger. On était d'accord. Pour travailler là-dessus. Donne-moi juste un peu plus de temps. Tu es à court de temps, ai-je dit. Ton temps s'est écoulé la seconde où un prêteur sur gage a menacé mon avenir. La gérante de la boutique, entendant le vacarme, s'est précipitée, l'air inquiète. Je me suis tourné vers elle, la voix parfaitement calme. J'ai besoin d'annuler officiellement ma commande et de lever la réservation. Le mariage est annulé. La brutalité ultime avec laquelle je gérais la logistique devant une inconnue a enfin percé. L'illusion de Vance. Il a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une dispute. C'était une exécution. J'ai regardé ma main gauche. J'ai fait glisser la bague de fiançailles sur mesure hors de mon doigt. Je ne la lui ai pas jetée au visage. Je n'ai pas fait de discours dramatique. Je l'ai simplement pressée fermement dans sa paume. Règle ta vie, Vance, ai-je dit doucement. Mais fais-le avec ton propre argent et sans mentir aux gens qui t'aiment. Je me suis retourné. J'ai franchi les portes en verre et je suis monté dans l'Uber que j'avais commandé pendant qu'il me suppliait. L'interaction entière avait duré exactement 11 minutes. 20 minutes après le début du trajet du retour, mon téléphone a explosé. Des appels de Vance, des appels de Lorraine, des SMS s'accumulant à chaque seconde. Je ne les ai pas lus. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». J'ai sorti mon ordinateur portable. Je me suis connecté à ma banque et j'ai lancé un blocage total de mon profil de crédit auprès d'Experian, Equifax et TransUnion. J'ai révoqué tous les accès partagés aux applications et j'ai changé chaque mot de passe de mes comptes financiers.
quand je suis enfin entré dans mon appartement ce soir-là. J'étais vraiment seul pour la première fois depuis des mois. L'appartement pour lequel j'avais saigné, l'appartement qui était toujours à 100% le mien. Je n'ai pas ressenti de chagrin d'amour. J'ai ressenti le soulagement immense. Vertigineux d'abandonner un poids de 100 kilos que je portais sur le dos. Je me suis assise sur mon canapé, écoutant le calme de mon propre foyer. Respirant un air qui n'appartenait qu'à moi. Avant de me coucher, j'ai vérifié mes messages une dernière fois. Lorraine m'avait envoyé un SMS vitriolique. La mère paniquée avait disparu. À sa place, il n'y avait que du venin pur. Elle m'accusait de détruire la vie de son fils à la veille de son mariage. Prétendant que les femmes bien n'abandonnent pas leurs fiancés dans les salons de coiffure devant des inconnus. J'ai tapé une réponse unique. Les mères bien n'essaient pas d'utiliser le bien immobilier durement gagné d'une autre femme pour éponger en secret les dettes de jeu de leur fils. Ne me contactez plus jamais. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de Vance. Le pont-levis était relevé. Le lendemain matin, je me suis plongé tête baissée dans mon travail. Vers midi, j'ai reçu un appel de Térène. Il ne m'appelait pas pour défendre son pote. Il m'appelait pour s'excuser. Il a avoué que la dette était bien pire que ce qu'il avait laissé entendre à la brasserie. Et que les bookmakers illégaux mettaient la pression sur Vance. Térène a avoué que la soudaine désespérance de Vance à m'épouser et à fusionner nos actifs était largement motivée par sa conviction qu'avoir une femme riche sur le papier lui donnerait de l'influence auprès des prêteurs sur gage. J'ai remercié Térène pour son honnêteté. J'ai raccroché et j'ai senti la dernière trace de culpabilité s'évaporer. Lorraine a tenté une dernière carte désespérée. Elle s'est présentée sans prévenir à mon immeuble quelques jours plus tard, se faufilant devant le concierge. Quand j'ai ouvert ma porte, elle avait l'air défaite, terrifiée et petite. Elle s'est effondrée en larmes, avouant qu'elle co-signait des prêts pour Vance depuis qu'il était en 2e année d'université. Terrifiée par les potins du quartier s'il faillissait un jour. Elle me suppliait de lui donner des conseils sur ce qu'il fallait faire maintenant que le château de cartes s'effondrait. Je me suis tenu sur le pas de la porte. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Lorraine, ai-je dit doucement mais fermement. Je plains la mère que vous êtes. Mais je ne prends pas la responsabilité des actes de votre fils. Ni de vos décennies de complaisance envers lui. Engagez un avocat spécialisé dans les faillités. Pour la première fois de sa vie, laissez-le faire face aux conséquences de ses propres calculs. J'ai fermé la porte. Ce fut la dernière fois que je la vis. Au cours des semaines suivantes, j'ai géré la triste logistique de la déprogrammation d'un mariage. Le traiteur, le fleuriste, la salle. À ma grande surprise. Lorsque j'ai expliqué concisément que j'annulais en raison de la découverte d'une grave fraude financière, la plupart des prestataires se sont montrés extrêmement compréhensifs, me remboursant une grande partie de mes acomptes. Ma propre mère, quand je lui ai raconté, n'a offert ni pitié ni larmes. Fidèle aux femmes pragmatiques de notre famille. Elle a demandé le déroulement des événements, a hoché la tête d'un air approbateur et a dit : « Je suis extrêmement fier de la façon impitoyable dont tu t'es protégé. Mon seul regret est que tu aies gâché 6 mois à jouer les fiancés polis au lieu de faire confiance à ton instinct dès le premier jour. » Grère est venu avec une bouteille de Veuve Clicquot, déclarant qu'avoir évité une catastrophe financière méritait une fête, pas une veillée funèbre. Est-ce que tu regrettes l'argent et le temps que tu as perdu pour les préparatifs du mariage ? A-t-elle demandé en faisant sauter le bouchon. Pas une seconde, lui ai-je dit. Si nous n'avions pas organisé ce mariage, la pression ne l'aurait pas forcé à abattre ses cartes. C'était le prix à payer pour découvrir qui il était vraiment. Et je m'en sors avec mon appartement, mes économies et mon respect de moi-même totalement intacts. Vance a essayé de me tendre un piège devant mon immeuble de bureau 1 mois plus tard. Il se tenait sur le trottoir en tenant un bouquet de fleurs de supermarché lamentable.
se lançant dans un discours répété sur le fait qu'il allait en cure de désintoxication. Qu'il avait engagé un consolidateur de dettes et qu'il voulait simplement une seconde chance de prouver qu'il pouvait être un homme, un vrai. Je n'ai même pas ralenti mon pas. Ma décision dans la boutique de mariage était définitive. Vance. Aucun travail de redressement financier ne change le fait que tu as passé une année à comploter pour me voler mon patrimoine dans mon dos. Je ne reconstruis pas la confiance par pitié. Je suis entré sous les portes-tambours de ma tour d'affaires. En jetant un coup d'œil en arrière, je l'ai vu debout sur le trottoir. Baissant lentement ses fleurs, comprenant enfin l'absolue permanence de sa perte. Par le biais d'amis communs, j'ai appris l'épilogue de leur drame familial. Déclenché par le scandale du dîner dominical. La tante de Vance a exigé une grande explication familiale. L'ampleur réelle des dettes de jeu de Vance a été exposée à toute la famille élargie. L'impact a été foudroyant. La majeure partie de la famille a coupé les ponts avec Lorraine et Vance. Le SUV de Lorraine a finalement été saisi par le concessionnaire. Concrétisant son cauchemar ultime, devenir le sujet de conversation du quartier. Le cousin de Vance lui aurait dit en face que c'était un sociopathe pour avoir tenté d'entraîner une femme innocente dans une dette envers la pègre. Pendant ce temps, ma carrière a décollé. Libéré du stress écrasant et invisible d'enquêter sur mon propre partenaire. J'ai mis toute mon énergie dans mon travail. J'ai évalué avec succès un immense ensemble résidentiel de luxe qui m'a valu les félicitations du directeur des risques de la banque. La victoire semblait dérisoire comparée à la satisfaction calme et profonde d'être assise dans mon propre salon, sachant qu'il n'appartenait qu'à moi. Cela fait 1 an maintenant depuis cette nuit mémorable avec le Cabernet. Récemment, en rangeant mon bureau à domicile pour réaménager la pièce, j'ai trouvé le contrat prénuptial non signé au fond d'un tiroir. J'ai fixé le texte juridique dense. Même s'il n'avait jamais été signé, l'acte de le faire rédiger. L'acte de consulter les avocats et de tracer une ligne dans le sable avait été l'armure dont j'avais besoin pour survivre. Si quelqu'un me demandait quelle est la morale de cette histoire, je ne dirais pas que c'est d'apprendre à repérer les signaux d'alarme sur un relevé bancaire. Il s'agit de quelque chose de bien plus difficile. Il s'agit du droit absolu d'une femme de tirer le frein d'urgence à la seconde exacte où elle réalise que le train va droit dans le mur. Peu importe combien d'argent a été dépensé pour les billets. Combien d'invités sont assis dans le wagon-restaurant. Ou à quel point le conducteur sera embarrassé. L'embarras des autres ne devrait jamais passer avant votre propre survie. Il y a quelques semaines, j'évaluais un premier logement pour un jeune couple récemment fiancé. Alors que je rangeais mon télémètre laser, j'ai regardé la jeune fille s'apprêter joyeusement à signer une pile de documents d'information complexes sur le prêt hypothécaire sans même les lire. En riant alors que son fiancé disait « Ne t'inquiète pas. Ma puce. J'ai vérifié tous les calculs. Je n'ai pas pu m'en empêcher. » Je m'arrêtai à la porte. Me tourner vers elle et lui donner un conseil qui n'avait rien à voir avec l'immobilier. Avant de signer un prêt sur 30 ans ou un acte de mariage, posez-vous une question. Êtes-vous absolument sûr d'avoir vu tous les papiers? Tous les chiffres et toute la vérité? Si vous ressentez même l'ombre d'un doute, posez le stylo. Et s'il se fâche parce que vous demandez à voir les comptes? Cette réaction vous en dira plus long que tous les chiffres du monde. En marchant vers ma voiture, j'ai ressenti une paix profonde et immense. Les cicatrices de l'année écoulée avaient complètement guéri, se transformant de blessure en armure. J'avais annulé un mariage que j'avais mis 9 mois à préparer en exactement 11 minutes. Et c'était la décision la plus grande et la plus profitable que je prendrais jamais.